Tu dis oui alors que ton corps hurle non. Tu t'excuses pour des choses qui ne sont même pas de ta faute. Tu changes d'opinion en fonction de la personne en face de toi. Tu passes des heures à analyser un message avant de l'envoyer pour être sûr qu'il ne froisse personne. Et le soir, quand tu es enfin seul, tu ressens ce vide étrange. Cette fatigue qui n'a rien à voir avec le manque de sommeil. Tu te dis que tu es juste quelqu'un de gentil, que tu aimes faire plaisir aux autres, que c'est dans ta nature. Mais si je te disais que cette gentillesse est en train de te détruire de l'intérieur? La vérité, c'est que le people pleasing, c'est cette tendance compulsive à vouloir plaire à tout le monde. Ce n'est pas un trait de personnalité, c'est une blessure qui s'est formée il y a longtemps, probablement dans ton enfance, et qui aujourd'hui dirige ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et le pire, c'est que plus tu essaies de plaire aux autres, plus tu te perds toi-même, et plus tu t'oublies, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu te demandes « Mais en fait, qui suis-je vraiment quand je n'essaie pas de plaire à quelqu'un ? Qui es-tu vraiment quand personne ne regarde ?» Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu es devenu un people pleaser malgré toi et les 4 mécanismes invisibles qui te maintiennent prisonnier de ce schéma. Et surtout, je vais te donner des outils concrets pour commencer à te libérer. Parce que tu mérites de vivre une vie où tu n'as pas besoin de t'effacer pour exister. Et si je te parle de ça aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. J'ai grandi dans un environnement où plaire était une question de survie. Et pas au sens figuré, mais vraiment au sens littéral. Quand tu grandis dans un foyer toxique, tu apprends très vite que ta sécurité dépend de ta capacité à anticiper les besoins des autres, à ne jamais faire de vagues. Mais tout a changé lorsque j'ai découvert que ce que je prenais pour de la générosité était en réalité une forme de protection, une armure que j'avais construite enfant et que je portais encore adulte, sans m'en rendre compte. J'ai réussi à dissoudre tous ces schémas, je suis allée me confronter à moi-même et aujourd'hui j'ai créé mon entreprise. J'accompagne des personnes à aller à l'intérieur d'elles-mêmes, à aller se chercher, à aller dissoudre tous ces schémas limitants et ces croyances. Commençons par le commencement. C'est quoi le people pleasing ? Tu as sûrement déjà entendu parler des 3 réponses classiques face au danger. Fight, donc combattre, flight, fuir, et freeze, se figer. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il existe une 4e réponse identifiée par le psychothérapeute Pete Walker. Il l'a appelée la fawn response, la réponse de soumission. En français, on pourrait traduire ça par amadouer ou apaiser. C'est quand tu réponds à une menace en essayant de devenir plus agréable, plus utile, plus accommodant. En gros, tu te dis inconsciemment « Si je peux rendre cette personne heureuse, alors elle ne me fera pas de mal. » Mais voilà le truc que personne ne t'a jamais dit. Le people pleasing, ce n'est pas de la gentillesse. C'est une stratégie de survie avant tout. Ton système nerveux a appris à un moment de ta vie que la meilleure façon de rester en sécurité était de plaire, d'anticiper, de s'effacer. Et même si aujourd'hui tu n'es plus en danger, ton corps continue de réagir comme si tu l'étais. Le neuroscientifique Stephen Porges, créateur de la théorie polyvagale, explique que notre système nerveux est constamment en train de scanner notre environnement pour détecter de potentielles menaces. Ce processus s'appelle la neuroception. Et il est complètement inconscient. Un enfant qui grandit dans un environnement imprévisible, que ce soit avec un parent colérique, narcissique, émotionnellement absent ou simplement très exigeant, le système nerveux apprend que la sécurité dépend de la capacité à lire et à satisfaire les besoins des autres. L'enfant devient alors un expert en détection émotionnelle, il apprend à sentir l'humeur de ses parents avant même qu'ils ne parlent. Il anticipe leurs besoins, il modifie son comportement pour éviter les conflits. Et voilà le problème. Ce qui était une brillante stratégie de survie pour un enfant devient une véritable prison pour un adulte. Mais le people pleasing a un coût énorme. Il se paie en silence. D'abord, il y a l'épuisement. Maintenir un masque 24 heures sur 24, scanner en permanence les réactions des autres et anticiper leurs besoins, c'est épuisant. C'est comme si tu courais un marathon tous les jours, sauf que personne ne le voit. Et ensuite, il y a la perte d'identité. À force de te mouler aux attentes des autres, tu finis par ne plus savoir qui tu es vraiment. Tes goûts, tes opinions, tes désirs, tout devient flou. Tu deviens ce que j'appelle le caméléon identitaire. Quelqu'un qui change de couleur selon l'environnement, mais qui ne connaît pas sa couleur originelle. Et puis il y a le ressentiment, parce qu'à un moment, ça déborde. Tu donnes. Et tu commences à en vouloir aux autres de ne pas te rendre l'appareil. Sauf que, en fait, ils ne t'ont rien demandé à la base. Et toi, tu attends simplement qu'ils le devinent.
Une étude en 2021 a montré que les personnes présentant des comportements de phoning chronique ont des taux significativement plus élevés d'anxiété, de dépression et de burn-out. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je vais te révéler les 4 mécanismes psychologiques qui maintiennent le people-pleasing en place. Comprendre ces mécanismes, c'est le premier pas pour t'en libérer. Le premier mécanisme, c'est le psychologue Jeffrey Young qui l'a découvert. Il l'appelle le schéma d'abnégation, dans sa thérapie des schémas. C'est la croyance profonde que tes besoins ne comptent pas, que les besoins des autres ont plus de valeur que les tiens. Demander quelque chose pour toi, c'est être égoïste. Ce schéma se forme généralement quand, enfant, tes besoins émotionnels ont été systématiquement ignorés ou minimisés. Peut-être que tes parents étaient trop occupés, trop stressés, ou alors trop centrés sur leurs propres problèmes. Et peut-être qu'on t'a explicitement dit que tu étais trop sensible, trop exigeant, trop compliqué. Et tu as intégré le message, pour être aimé, tu dois être facile. Tu dois demander peu. Tu dois te débrouiller tout seul. Le problème, c'est que ce schéma fonctionne comme un filtre. Au final, en fait, tu ne vois même plus tes propres besoins. Quelqu'un te demande « Qu'est-ce que tu veux ?» Et là, tu restes bloqué. Mais pas parce que tu n'as pas de désir, mais parce que tu as appris à les étouffer si profondément qu'ils sont devenus inaudibles. Le deuxième mécanisme, c'est l'attachement anxieux, qui a été développé par John Bowlby. Si tu as grandi avec des figures d'attachement imprévisibles, parfois présentes, parfois absentes, parfois chaleureuses, parfois froides, tu as probablement développé ce qu'on appelle un attachement anxieux. Et je sais que beaucoup vont se reconnaître. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que tu as une peur profonde de l'abandon, que tu as besoin de validation constante pour te sentir en sécurité dans une relation, et que le moindre signe de distance ou de désapprobation déclenche une alarme intérieure. Et le people pleasing devient ta stratégie pour gérer l'anxiété. Tu te dis, si je suis parfaite, si je fais tout bien, et si je ne dérange jamais, alors on ne m'abandonnera pas. Le chercheur Amir Levin a montré que les personnes avec un attachement anxieux ont tendance à supprimer leurs propres besoins pour maintenir l'harmonie relationnelle. Ils deviennent des experts en détection des micro-expressions, en anticipation des conflits et en lissage des tensions. Sauf que ça ne marche pas. Parce que plus tu t'effaces, moins l'autre te voit pour ce que tu es vraiment. Et moins l'autre te voit, plus tu te sens invisible. Et plus tu te sens invisible, plus tu t'en fais et tu t'inquiètes. Et c'est un cercle vicieux. Le troisième mécanisme, c'est la honte toxique. Et c'est probablement le plus douloureux. La honte, ce n'est pas la culpabilité. La culpabilité, elle dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte, elle dit « je suis quelque chose de mal ». Brené Brown, chercheuse à l'université de Houston, a passé 20 ans à étudier la honte. Elle explique que la honte toxique est la croyance profonde que tu es fondamentalement défectueux, indigne d'amour ou alors d'appartenance. Et quand tu portes cette honte, le people pleasing devient une tentative désespérée de prouver que tu mérites d'exister. Tu te dis, si je suis assez gentille, assez utile, assez parfaite, peut-être que les autres ne verront pas à quel point je suis défaillant à l'intérieur. Mais le problème, c'est que plus tu te caches derrière le masque de people pleaser, plus tu renforces la croyance que ton vrai moi n'est pas acceptable. Car tu ne laisses jamais personne te voir pour ce que tu es vraiment. Donc tu n'as jamais la preuve en fait que tu peux être aimé pour ce que tu es. Le quatrième mécanisme est neurobiologique. C'est ton système nerveux qui est bloqué en mode survie. La théorie polyvagale de Stephen Porges nous apprend que notre système nerveux autonome a 3 états principaux. Le premier état, le ventral vagal, c'est l'état de sécurité et de connexion sociale et de calme. Le deuxième état, c'est l'état sympathique, le mode fight ou flight. Et ensuite, l'état dorsal vagal, c'est le mode freeze, l'effondrement. Les people pleasers chroniques oscillent souvent entre l'état sympathique, donc le deuxième état hypervigilance scanning constant de l'environnement, et le phoning, qui est une forme de soumission pour retrouver la sécurité. Ton corps est littéralement programmé pour détecter les menaces relationnelles et y répondre par l'apaisement. Et ce n'est pas un choix conscient, c'est ton système nerveux qui fait son travail de protection. Et c'est pour ça que tu ne peux pas juste arrêter de plaire aux gens par la seule force de ta volonté. Tu dois reprogrammer ton système nerveux. Tu dois lui apprendre que tu es en sécurité même quand tu dis non, même quand tu déplais et même quand tu prends de la place. Maintenant, je vais te donner les signes concrets que tu es un people pleaser. Pas les signes évidents que tout le monde connaît, mais les signes subtils, que tu as peut-être déjà probablement normalisés dans ton quotidien.
Le premier signe, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Quand quelqu'un te demande « Tu veux manger quoi ? Tu veux faire quoi ce week-end ? Où est-ce que tu veux aller ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Alors là, tu bloques. Ou tu réponds automatiquement « Oh, ça m'est égal » ou alors « Comme tu veux ». Ce n'est pas de la flexibilité. C'est le signe que tu as perdu le contact avec tes propres besoins. Le deuxième signe, c'est que tu t'excuses tout le temps. Tu t'excuses d'exister, tu t'excuses de prendre de la place, tu t'excuses même de poser une question et tu commences tes phrases par « Désolé de te déranger » ou « Excuse-moi, mais… » Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent en ce moment. Tu t'excuses même quand quelqu'un d'autre te bouscule dans la rue. Le troisième signe, c'est que tu changes selon les contextes. Tu n'es pas la même personne au travail, avec tes amis, avec ta famille ou avec ton partenaire. Et ce n'est pas juste une adaptation normale, c'est une transformation. Tes opinions changent, ton humeur change, tes goûts changent. Tu es un miroir qui reflète ce que les autres veulent voir. Le quatrième signe, c'est que tu anticipes constamment. Avant d'envoyer un message, tu le relis 10 fois. Avant de prendre une décision, tu imagines toutes les réactions possibles et imaginables. Tu passes ton temps à prévoir comment les autres vont se sentir, ce qu'ils vont penser, comment est-ce qu'ils vont réagir. Ton cerveau est une machine à scénario catastrophe relationnelle. Le cinquième signe, c'est que tu ressens de la colère que tu n'exprimes pas. Tu accumules les frustrations, les déceptions, les moments où tu aurais voulu dire quelque chose mais où tu t'es tu. Et parfois, ça explose, sur des détails complètement insignifiants. Ou alors ça implose en anxiété, en dépression ou en maladie psychosomatique. Le sixième signe, c'est que tu attires des personnes dominantes, les narcissiques, les manipulateurs, les personnes qui prennent beaucoup, ils te trouvent, mais pas par hasard, mais parce que ton énergie de donneuse sans limite est exactement ce qu'ils recherchent. Et le septième signe, c'est que tu ne supportes pas les conflits. La moindre tension te met dans un état d'anxiété intense, et tu ferais n'importe quoi pour que tout le monde soit content. Même si cela signifie te sacrifier toi-même. Et si tu t'es reconnu dans au moins 3 signes ou plus, continue à regarder parce que maintenant on passe aux solutions. Alors, comment on sort de ça ? Comment on se libère d'un pattern qui est inscrit dans notre système nerveux depuis des années ? Je vais te donner 5 outils concrets, mais pas des concepts, pas des choses vagues, mais des choses que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. Le premier outil, c'est la pause sacrée. Avant de dire oui à quoi que ce soit, instaure une pause. Une pause obligatoire. Quelqu'un te demande quelque chose. Ta réponse automatique, c'est « Laisse-moi y réfléchir, je te reviens ». Pas oui, pas non, mais j'y réfléchis et je te reviens. Cette pause, elle est révolutionnaire. Elle brise le circuit de stimuli automatique, donc la réponse de soumission. Elle te donne un vrai temps pour te poser. Te poser la question « Est-ce que je veux vraiment faire ça ? Ou alors est-ce que j'ai juste peur de déplaire si je refuse ?» Commence par des petites choses. Un collègue qui te demande de l'aider sur un dossier, une amie qui te demande si tu es disponible. La pause. Pense à cette pause. Le deuxième outil, c'est le journal des besoins. Chaque soir, pendant 5 minutes, réponds à cette question dans un carnet. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai voulu sans oser le demander ? C'est tout. Note-le juste. Au début, tu vas peut-être avoir du mal à trouver les réponses. Mais c'est normal car tes besoins sont enfuis depuis trop longtemps. Mais tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas te poser la question, tu vas trouver des réponses. Et ce journal, c'est une façon de réapprendre à t'écouter. Le troisième outil que je te propose, c'est la technique du non-sandwich. Et celle-ci, elle est incroyable. Dire non, c'est dur, surtout au début. Alors voici une technique pour faciliter la transition. Le non-sandwich, c'est validation plus refus plus alternative. Un exemple. Je comprends que ce projet est important pour toi. Validation. Malheureusement, je ne suis pas disponible cette semaine. Refus. Par contre, je pourrais t'aider la semaine prochaine si ça te convient. Alternative. Tu n'as pas besoin de te justifier pendant 10 minutes, ni même de t'excuser pendant 5 minutes. Tu valides, tu refuses, tu proposes une alternative si tu le souhaites. Et rappelle-toi, non est déjà une phrase complète. Tu n'es pas obligé de donner de raison. Le quatrième outil, c'est la régulation du système nerveux. Puisque le people pleasing est ancré dans ton système nerveux, tu dois travailler à ce niveau. Voici un exercice simple de régulation inspiré de la théorie polyvagale. Quand tu sens monter l'anxiété de déplaire, pose une main sur ton cœur et une main sur ton ventre. Inspire pendant 4 secondes et retiens pendant 4 secondes. Expire alors pendant 6 secondes. L'expiration, plus longue que l'inspiration, active ton système parasympathique et envoie un signal de sécurité à ton corps. Fais ça 5 fois avant de répondre à une demande qui te stresse. Ton corps doit apprendre qu'il peut être en sécurité même quand tu ne plais pas. C'est un apprentissage lent, mais c'est le seul qui fonctionne à long terme. Et le 5e outil, c'est le travail profond sur les schémas.
C'est un outil plus profond qui demande souvent un accompagnement, mais je veux que tu saches qu'il existe. La thérapie des schémas de Jeffrey Young propose d'identifier tes schémas précoces, inadaptés et ces croyances profondes qui se sont formées dans l'enfance, malgré toi, et de les reprogrammer. Le processus va impliquer d'identifier le schéma, dans ton cas probablement la négation, la recherche d'approbation, la perfection ou la honte. Comprendre son origine, donc les éléments de ton enfance qui l'ont créé. Identifier les déclencheurs actuels, donc quelles sont les situations, même les personnes qui l'activent, et créer de nouvelles réponses. Comment tu veux réagir à la place. C'est un travail qui prend du temps, mais c'est un travail qui change tout et qui change les choses durablement. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre un pansement sur une blessure qui est ouverte, il s'agit de guérir la blessure à la racine. Maintenant, je vais te laisser avec une idée qui va peut-être te bousculer. Le paradoxe du people pleaser, c'est que plus tu essaies de plaire à tout le monde, et moins tu crées de vraies connexions. Parce que les gens ne connectent pas avec ton masque. Ils se connectent à toi, à ton identité, à ta vulnérabilité, à tes imperfections, à tes opinions vraies, même quand elles dérangent. Quand tu es constamment en train de t'adapter, de te lisser et de te mouler, tu deviens invisible. Tu deviens interchangeable au final. Tu deviens gentil, mais pas mémorable. Pas vraiment connu pour ce que tu es, et pas vraiment aimé non plus pour qui tu es. Le philosophe danois Søren Kierkegaard disait que le plus grand danger, celui de perdre son soi, peut passer comme s'il ne s'agissait de rien. C'est exactement ça. Tu peux te perdre toi-même sans t'en rendre compte. Un petit compromis à la fois, une opinion ravalée à la fois, un besoin ignoré à la fois, jusqu'au jour où tu te réveilles et où tu ne te reconnais plus. Si tu es perdu, tu peux te retrouver. Car l'identité n'est pas quelque chose de figé, c'est une architecture. Et comme toute architecture, ça se reconstruit, ça se design. Le travail de reconstruction, c'est ce que j'appelle l'architecture identitaire. C'est passer de l'identité héritée, donc celle qu'on t'a imposée par ton environnement, à l'identité choisie, celle que tu décides consciemment de construire. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Tu as deux options en réalité. La première option, tu fermes cette vidéo. Tu continues comme avant et dans 6 mois, 1 an ou peut-être 5 ans, tu seras exactement au même endroit. Toujours à t'effacer, toujours à t'oublier et à te demander pourquoi tu es si épuisé au quotidien. Et la deuxième option, tu décides que ça s'arrête aujourd'hui. Tu commences par des petits outils que je t'ai donnés, la pause sacrée par exemple, ou alors le journal des besoins, ou un premier nom cette semaine. Si tu sens que tu as le besoin d'aller plus loin et que tes patterns sont profondément ancrés et que tu as besoin d'un accompagnement pour les déconstruire et te reconstruire, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. C'est gratuit, sans engagement et c'est l'occasion de regarder ensemble ce qui te bloque vraiment et comment est-ce qu'on peut avancer toi et moi dans ce processus. Le lien sera juste sous cette vidéo dans la description. Tu as passé ta vie à prendre soin des autres. Il est peut-être temps que quelqu'un prenne soin de toi. Et ce quelqu'un, il peut commencer par toi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir investi inconsciemment en toi en la regardant jusqu'à la fin et on se retrouve pour un prochain épisode.